souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. En forme, Marie-Ève? Bien oui, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement de l'entrée de la maison. Donc, le hall d'entrée. Donc, vu que c'est... Communément appelé aussi, on peut l'appeler le vestibule. Oui, le vestibule, oui. Un mot plus... chic. Oui. Puisque lorsqu'on reçoit, ben, c'est une des premières choses que... Lorsqu'on entre dans la maison, c'est la première chose qu'on voit. Que les invités voient aussi. Donc, on veut que ça capte l'œil puis que ce soit joli, chaleureux, accueillant. Tu vas nous parler des couleurs. On va voir un peu comment on peut décorer ça. Et on va parler aussi de la porte d'entrée. Donc, il y a beaucoup de portes d'entrée qui sont mises sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Quelle porte d'entrée on choisit selon nos besoins? On veut quelque chose d'isolant aussi pour la température. Mais aussi quelque chose d'esthétique, mais c'est pas le seul critère. Mais en Exactement, fait, parce que ça reste un peu dans la même ligne que le hall d'entrée. La première chose que les gens voient quand on entre chez vous, c'est la façade de la maison et la porte d'entrée. Oui, donc, absolument. Et on va parler aussi des maisons qui sont abordables. Oui. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes cette année, mais pas beaucoup, qui étaient en bas de 200 000, je pense. Mais en fait, j'ai établi un parallèle entre... J'ai recherché sur le marché qu'est-ce qu'on pouvait avoir en termes de maisons en bas de 200 000 versus jusqu'où ça peut aller, les maisons vraiment de prestige. Donc, on va comparer les deux, oui. Les maisons luxueuses, qui ça m'étonne, parce que tu vas nous dire qu'elles sont beaucoup en demande sur le marché, ça m'étonne. Oui, la croissance dans ce marché-là est très importante. Les maisons, moi aussi, justement, j'étais étonnée de ça parce qu'on entend beaucoup que les gens s'appauvrissent, mais ça démontre que les gens s'appauvrissent de plus en plus, que les riches s'enrichissent de plus en plus. Exactement. Donc, on commence tout de suite avec le décor de l'entrée. Oui. En fait, souvent, le hall d'entrée, c'est une petite pièce, mais une pièce où c'est qu'on range les vêtements, les bottes, les clés, des fois la monnaie. On met un peu de tout, oui, il peut y avoir de tout. Et c'est quand même important de rendre cette pièce-là vraiment pratique et fonctionnelle. Et aussi, bien sûr, esthétique. Il faut parce que c'est vraiment quand quelqu'un entre chez nous, c'est dans le hall d'entrée. Donc, si ça a l'air d'un fouillis... C'est comme la première impression. Oui, c'est la première impression qu'on a. Donc, il faut quand même que il faut que généralement, tout soit bien rangé. Mais c'est difficile, surtout l'hiver. Oui, c'est difficile, on rentre, on enlève nos bottes. Il y a des solutions. Donc, c'est ce qu'on va parler. Puis, en fait, c'est sûr qu'il faut que ce soit pratique. Parce que quand on sort de la maison, on n'a pas comme le temps de chercher les clés, chercher la mitaine ou, tu sais... Surtout qu'on cherche, on se reconnaît. On cherche toutes les mêmes choses. Oui, exactement. Si c'est pas les clés, c'est les mitaines, le foulard. Si c'est bien rangé, on facilite la chose. Donc, le départ, oui, on sauve du temps. Le départ peut se faire rapide. Donc, je crois que tout le monde qui travaille, c'est ce qu'on cherche. On veut gagner du temps. Oui, on court après notre temps. Donc... il faut vraiment éviter tout le bazar qu'il peut y avoir dans cette pièce-là. Et une des premières choses à faire, ce serait quand même si on peut dire, trier les vêtements. On a quand même tendance à garder les vêtements de 4 saisons dans cette pièce-là, alors que, comme par exemple en hiver, on a besoin des manteaux, les bottes, les mitaines, foulards, etc. Mais on n'a pas besoin d'avoir les sandales dans le vestibule. Donc, on devrait enlever, se débarrasser. Oui, et des haillons intérieurs conseillent, de les ranger ailleurs. Okay. Comme ça, on limite, surtout si on a un petit vestibule. Si on a de la place, pour ranger tout. On a beaucoup de place, parfait, il n'y a pas de problème, en fait, parce que ça ne causera pas de problème. Sauf que généralement, dans les maisons, les vestibules sont petits. Donc, pour vraiment le maximiser, puis faire en sorte qu'on ne va pas chercher tout, que ça n'aura pas l'air d'un bazar. Donc, ce serait bien de ranger justement les manteaux de printemps, les vêtements qui ne font plus, si les manteaux des vêtements, les manteaux des enfants de la saison précédente, s'ils ne font plus, ça ne sert à rien de le laisser dans le garde-robe. On le donne à des fondations ou on le range pour le prochain, ou mais on l'enlève du vestibule, comme ça on fait de la place pour d'autres types de vêtements. Puis, en fait, pour les éléments incontournables de rangement efficace, on parle beaucoup de porte-manteau, des paniers pour les accessoires, des vides-poches pour les petits objets. On a toujours des petits objets qui traînent dans les poches, des papiers ou des factures, des choses. Oui, ça peut être... mais en même temps qu'ils soient cachés, donc on ne le voit pas. Ça peut être dans le garde-robe, par exemple. Oui, il y a souvent des étagères au-dessus qu'on pourrait le mettre dans un beau petit bol puis tout mettre ces petits objets-là. Puis, surtout dans un hall d'entrée, ça peut être bien d'utiliser les murs. Vraiment, on installe en hauteur. On peut mettre des tablettes. On peut mettre sur les tablettes, on peut mettre plein de sortes de paniers de différentes sortes de grosseurs selon ce qu'on veut y mettre. Un panier pour les gants. Oui, exactement. Pour les foulards, Ou ça peut être aussi vraiment de ranger pour les enfants. Pour tel enfant, tel autre enfant, pour un bac pour le chaque papa, exactement, pour chaque personne. Donc, chaque personne trouve ses choses.
Dans le même ordre d'idée, pour les enfants, ça peut être bien pour justement les aider à ce qu'ils ne laissent pas traîner leurs vêtements. Ça peut être d'installer des crochets à leur hauteur, ça peut être d'installer... Les aider à avoir une certaine discipline, d'avoir leur espace, puis vous rangez vos choses à tel endroit. Étant donné que là, c'est le temps de l'hiver, on rentre toutes sortes de c'est plus facile, je pense, de s'éparpiller à cause de l'hiver. Oui. Ça fait qu'on a beaucoup plus Les bottes amènent beaucoup d'eau, hein, fait que ça peut être bien de faire une place pour mettre les bottes, pour éviter que ça mette avec un tapis, un tapis qui est peut-être absorbant. Des fois, on a des tapis, mais l'eau... Oui, il existe des tapis aussi en caoutchouc. Tu peux mettre vraiment en dessous. Les bottes. OK, les bottes, ça va empêcher de mettre de l'eau partout. Exactement. Fait que ça peut être utile. Puis ça, encore là, ça peut être rangé dans le garde-robe si on ne veut pas que ce soit à la vue. Ou, par exemple, on peut avoir un banc et le mettre en dessous du banc. On voit beaucoup ça maintenant, des bancs avec des bacs de rangement. Oui, ou justement que ce soit ouvert en dessous pour qu'on puisse ranger ou... Cacher ça. Oui, exactement. Ça peut être différentes alternatives. Puis, c'est sûr qu'il existe dans les magasins grande surface, on peut vraiment trouver, comme par exemple chez Ikea, comme des étagères ou des armoires qu'on peut installer quand, bien sûr, l'espace nous le permet, parce que c'est vraiment pas toujours évident. Non, c'est ça. Justement que c'est une place qui est petite. Qui est assez restreinte. Exactement. Mais au moins, si c'est rangé, c'est mieux que si tout est à air ouverte. On peut, c'est sûr, aussi, une patère, ça peut être très pratique pour les vêtements les manteaux qu'on utilise au quotidien. Au quotidien, c'est ça, parce que c'est à la dans le garde-robe, oui, exactement, mais c'est quelque chose, tout ce qu'on utilise vraiment chaque jour, mais c'est sûr pas d'avoir... une non, c'est ça. manteau, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre. C'est ça. Puis, en fait, dans un hall d'entrée, on voit beaucoup maintenant les planchers chauffants. Puis c'est pas quelque chose de très, très dispendieux parce qu'en fait, c'est une petite... le hall d'entrée est souvent petit. Donc, il y a moyen de mettre un plancher chauffant puis que ça coûte pas trop cher vu que justement la surface... Ça garde aussi les bottes, je pense, toutes les Oui, mais en fait, c'est bien plaisant l'hiver quand on enlève les bottes puis qu'on a les pieds au chaud directement sur les carrélages. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être une solution pour ceux qui aimeraient en avoir. Puis, en fait, en allant voir, il suffit seulement d'avoir les dimensions du hall d'entrée avant de se rendre dans un magasin pour vraiment voir combien est-ce que ça peut coûter. Puis, généralement, on peut l'installer soi-même juste pour le branchement électrique, bien sûr, de faire affaire avec un électricien comme tout aménagement qui a rapport avec l'électricité. Donc, ça peut être une autre solution pour ceux notamment pour l'hiver. Oui, c'est ça, il faut se garder les pieds au chaud. Exactement. Donc, Maria, je pense aussi, on va parler des portes d'entrée. Oui. Donc, comment choisir sa porte d'entrée? Parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. On veut quelque chose d'isolant, en même temps, on veut quelque chose d'esthétique. Donc, comment bien choisir? Oui, puis en fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, la porte d'entrée, c'est un des éléments de la maison qu'on aperçoit en premier. Surtout qu'on se rend directement à la maison. Il n'y a personne qui passe par la fenêtre. Exactement. Puis, il y a vraiment... Donc, il y a l'aspect visuel qui est important. Il y a vraiment toutes sortes de portes aujourd'hui qui sont vraiment très esthétiques, mais il y a aussi, bien sûr, tout le rendement énergétique. On veut que ce soit isolant. Oui, c'est ça. Parce qu'il fait... Pour les grands froids. Oui, surtout pendant l'hiver. Donc, il y a vraiment différents choix en termes de matériaux pour la porte d'entrée, comme par exemple, il y a l'acier la porte d'acier, c'est vraiment une des plus populaires aujourd'hui parce que c'est une qui est moins chère, mais qui est très isolante. OK, parfait. Donc, puis c'est un matériau qui est facile d'entretien. Souvent, on recherche ça, on ne veut pas non plus que ça prenne trop de temps pour nettoyer. Pour nettoyer, tout ça, exactement. C'est ça. Donc, puis une porte en acier, ça coûte entre 200 et 1500 $, dépendamment. OK, donc c'est vraiment un grand écart de prix. Oui, exactement. Puis en fait, c'est vraiment selon l'épaisseur de l'acier. OK. Il y a rapidement aussi, il y a les portes qui sont en bois, qui ont été délaissées au profit des portes en acier, mais ça revient quand même pour les maisons qui sont haut de gamme. Mais encore là, ça prend un certain entretien pour des portes en bois. Puis, des fois, ils peuvent se déformer aussi, mais donc, il faut quand même faire attention. Et les portes en bois sont quand même beaucoup plus chères, puis ils peuvent se détailler jusqu'à 6 000 $. Donc, c'est quand même un budget. Donc, il faut y penser avant. Oui, est-ce que c'est aussi isolant? Oui, maintenant, aujourd'hui, oui. Parce qu'ils ont quand même modifié ce matériau noble pour le rendre justement plus, pour le ramener sur le marché avec la compétition, en fait, les portes en acier, parce qu'il y a aussi les portes en PVC. Donc, c'est quand même un bon choix. Mais seulement, en fait, l'inconvénient, c'est seulement qu'il y a besoin d'être sablé et verni à peu près aux 2-3 ans. 2-3 ans. OK. Puis, donc, pour terminer, il y a aussi les portes en PVC qui ont un haut rendement énergétique. OK, donc c'est une bonne chose aussi à faire. OK. Puis, c'est une porte qui est stable, qui est rigide, puis qui est adaptée pour affronter les intempéries. Exactement. Donc, ça peut être... la pluie, tout ça. Exactement. Okay. Mais en fait, en termes de prix, j'ai eu comme information que le coût d'une porte en PVC, c'est
30 de plus qu'une porte en acier. OK, donc c'est un petit peu plus dispendieux. Oui, exactement. C'est un petit peu plus dispendieux. Donc, c'est juste de s'informer un peu, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'aller sur notre budget. Puis vraiment de voir chacun, parce que oui, on l'a survolé, mais il y a vraiment toutes sortes d'avantages et d'inconvénients donc, qui correspondent à ce qu'on veut. Donc, c'est important de bien magasiner. Exactement. Parfait. Merci, Marie-Ève. On va maintenant passer au topo de la semaine et on va revenir tout de suite après. Quand un meuble est solide, ils sont en bois franc, ça vaut la peine de le faire, puis il est confortable. Parce que quand on va acheter une chaise au magasin, tu l'asseyes 5 minutes, et puis rendu chez vous, mais si t'es pas confortable, t'as mal dans le dos ou quoi, c'est ça. C'est comme moi, lui il est grand, moi je suis petite, fait que des fois c'est les dimensions, les gens veulent ça plus personnel. Moi j'ai des jambes plus courtes, fait que un rembourreur va pouvoir ajuster toutes les petites dimensions que ça prend pour une personne, que ce soit une personne handicapée, normale ou toute. Puis il y en a qui ont des beaux meubles antiques, puis ça vaut la peine de les refaire faire pour le bois, la qualité du bois, puis le tissu aussi qu'on choisit, ça vaut vraiment la peine. Un set normal, une chaise et un sofa, c'est à peu près 40 heures. Si le bois, ils sont confortables dedans, ça vaut la peine. Parce que quand on prend une chaise, on la défait, s'il y a une patte qui branle, on la colle, on la répare. On enlève le vieux matériel et puis on le rembourse. Pour les étapes, pour un bon rembourreur, premièrement, ça prend de la création, de l'habileté, puis beaucoup de patience. Des fois, ils vont être habitués à travailler seuls ou en équipe, tout dépendant du travail qu'ils ont à faire. Puis les tâches d'un bon rembourreur, c'est de fabriquer ses patrons de taillage, parce que les gens arrivent des fois, c'est une antiquité, et puis un meuble de 3 places peuvent le diminuer à 2 places, tout dépendant du meuble. Donc, il va falloir qu'il fabrique ses tissus. Ouais. C'est pas ses tissus, les patrons de taillage. Après, il va couper les matériaux de recouvrement. Ici, on en voit ici des matériaux de recouvrement. Il y a des beaux choix. Le client doit choisir son matériel. Ça, souvent, le rembourreur va l'aider aussi à choisir le tissu. Tout dépendant si c'est des rayures, des fleuris, des tissus unis, si c'est trop soyeux ou si c'est trop velours. Il y a tout ça qui compte. Après ça, il faut qu'il les coud, qu'il coud ses pièces, qu'il rembourse son meuble. Oui. Parce que, pour commencer, on est sur le frame de bois. On peut donner l'épaisseur et la hauteur qu'on veut. On ajoute le fond de l'épaisseur qu'on veut. Si on veut 1 pouce, j'ai mis 1 pouce sur le dessus puis un demi-pouce à chaque bord. J'aurais pu mettre 1 pouce puis 2 pouces. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut donner au meuble. Puis dans le fond, c'est sûr que ça va prendre un 5 pouces, un 4 ou 5 pouces dans le fond du meuble. Et puis dans le dos, on peut venir avec un 3-4 pouces. Tout dépendant de la grandeur de la personne. Parce que un coussin normal, c'est à peu près 20 par 20, mais tout dépend comment la grandeur de la personne. On peut le monter. On fait un meuble sur demande, dans le fond. De retour à Tendance Immo, vous êtes toujours accompagnée de Stéphanie Germain et de Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler des maisons abordables. Oui. Donc, je suis étonnée de savoir qu'il y en a encore qui sont abordables, un peu moins de 200 000, si je me trompe pas. En fait, c'est sûr qu'on peut abordable, ça dépend. Oui, ça dépend pour qui. Exactement. Et quel budget. Mais en fait, moi, j'ai fait des recherches pour des maisons en bas de 200 000 OK. à Laval et sur la Rive-Nord de Montréal. Tu as réussi à en trouver? Oui, j'en ai trouvé. OK. En fait, j'ai fait ma recherche le 6 février. OK. Puis, donc, c'est quand même des chiffres récents. Oui, c'est quand même récent. Donc, j'ai trouvé 400 maisons unifamiliales de 200 000 et moins qui étaient en vente donc sur
centris.ca. OK. Puis je suis allée voir, j'ai cherché en bas de 150 000 Puis il y en avait pas? Il y en avait 87. OK. 87 sur 91 630. C'est quand même pas beaucoup, hein? OK. Et le choix est quand même... Parce que quand même, hein, une maison, c'est un investissement important, c'est un coup de cœur. Quand tu as les moyens de payer, par exemple, juste ça, bien, si tu as le choix de juste 87 maisons, on s'entend que c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis, donc, maintenant, pour espérer trouver une maison en bas de 200 000, il faut quand même élargir nos horizons géographiques. Rester à Laval, là, c'est pas nécessairement une bonne option. Non. Tu peux trouver quelque chose, mais c'est sûr que si on compare, par exemple, une maison à 200 000 à Laval versus à Saint-Jérôme, on n'a pas du tout la même qualité de maison. C'est pas la même qualité. Ça veut dire que ici, on va à Saint-Jérôme, maison beaucoup plus luxueuse, beaucoup plus récente, OK. Une maison qui est beaucoup plus, qui demande moins de rénovation, automatiquement elle est plus récente, tandis qu'à Laval, c'est ça, on va s'attendre à travailler beaucoup, là. Oui, une maison qui a beaucoup de rénovation à faire, donc beaucoup il faut être prêt à travailler fort. Fait que ça prend de l'argent de plus. Donc, OK. Puis, en fait, j'ai parlé avec un courtier immobilier de la région de Saint-Jérôme qui me disait que dans la région de Saint-Jérôme, c'est une des régions qui est la plus proche de Laval et de Montréal, OK. où c'est qu'on peut encore trouver des maisons abordables. Donc, il y en a quelques-unes à 150 000. Il y a quelques bungalows, des petits bungalows à 150 000. Donc, ça, c'est pour une petite famille, peut-être, là, oui, ou un couple. Mais il y en a de moins en moins, puis il semble que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va devenir vraiment une denrée rare. Puis en fait, c'est qu'on me disait qu'en 2013, la demande pour les maisons entre 130 000 et 150 000 a été vraiment à son comble. La demande était vraiment très, très importante. Oh, OK. Puis ce qui fait que depuis 2006, en fait, la population de Saint-Jérôme, elle a augmenté de près de 10 OK. Donc, il y a eu Puis le courtier immobilier me dit que c'est beaucoup de gens de Laval qui vont s'établir à Saint-Jérôme. Parce que les maisons sont moins dispendieuses? Oui. OK. Ils n'ont pas les moyens d'acheter directement ici, à Laval. Ni Boisbriand, Rosemère. Souvent, on peut s'attendre à payer quand même assez cher aussi maintenant. Donc, vraiment, on recule au niveau... on s'éloigne de plus en plus vers le nord. Et parce que c'est quand même important, là, depuis 2006, une augmentation de la population de 10 C'est ça, 10 c'est beaucoup. Puis elle disait, selon son opinion, c'était vraiment des jeunes couples qui allaient s'établir pour l'achat d'une première maison à Saint-Jérôme, mais dans le but de revenir, tu sais, d'avoir une première maison, puis après ça, de rester quelques années. D'économiser, peut-être. Aussi d'obtenir un certain gain avec cette maison-là pour ensuite s'acheter une maison à Laval un petit peu plus élevée. Donc, c'est comme une forme d'investissement à long terme. Oui, en fait, mais c'est sûr qu'encore là, pour quelqu'un qui travaille à Montréal ou à Laval... Ça commence à être loin. L'autoroute 15, on sait que c'est très congestionné, donc tu vas avoir une belle maison, mais il y a un prix à payer, en fait, en termes de temps, en termes de patience, on va dire. Oui, absolument. Donc, est-ce que c'était les seules régions qu'on pouvait trouver les maisons Non, en fait, dans les prix, comme par exemple entre 200 000... Bien, j'ai fait aussi une recherche entre 200 000 et 250 000 qui peut quand même être abordable pour certaines personnes. Puis il y en a un petit peu plus. Il y en a 860 qui étaient affichés. Puis à ce prix-là, donc on peut dénicher un petit bungalow avec 3 chambres à coucher dans les secteurs comme Saint-Canute, Saint-Scolastique, Mirabel, Bellefeuille, Saint-Jérôme. Puis vraiment des maisons qui sont très récentes, là, comme on disait à Saint-Jérôme. Puis, mais il y a aussi, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts, Pointe-Calumet, Mascouche, Terrebonne, puis Repentigny, c'est encore des villes où on peut en trouver. On peut en trouver encore, mais à 250 000, entre 200 000. Il y en a en bas, mais de moins en moins. Il faut chercher fort. Oui. Il faut être prêt aussi à travailler. Exactement. Il faut être prêt à... Idéalement, quand on peut faire les rénovations soi-même, c'est sûr que ça revient moins cher que d'acheter une maison, puis on n'est pas bricoleur, c'est sûr que ça peut coûter très cher. Donc, pensez-y bien. Oui. Puis en fait, c'est sûr que c'est de chercher. En cherchant activement, on peut certainement trouver. Puis il faut être patient dans nos recherches, puis pas acheter n'importe quoi, parce que c'est un investissement important. De retour à Tendance Immo. Maintenant, Marie-Ève, on va parler des maisons luxueuses. Oui. En fait, donc c'est ça, je me demandais, il est un petit peu difficile aujourd'hui de trouver une maison qui est abordable. Donc je me demandais de l'autre côté à complètement. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Puis il semble vraiment qu'à l'inverse, le marché des maisons de prestige est vraiment en forte progression au Canada. Mais ça m'étonne beaucoup qu'il y ait une grande demande. Oui, moi aussi, je ne pensais pas que ça pouvait... Parce que souvent, on parle, il y a beaucoup de pertes d'emploi au pays, ça, sur au le plan Québec, économique, oui. Et on parle beaucoup que ça ne va pas très bien. Là. On ne s'attend pas à ce que les gens veulent s'acheter des maisons à quelques millions de dollars. Donc. Mais il semble que oui. Puis dans les maisons de prestige, on parle vraiment... Je me souviens pas, c'est 700 000 et plus que c'est listé selon... comme il y a toujours un rapport
de Remax pour les maisons de prestige. Qui est fait à chaque année. Ils partent à 700 000. OK. Donc, puis il y en a vraiment beaucoup. Comme par exemple, l'année passée, là je suis à 1 million, l'année passée, il y a 405 transactions de plus d'1 million qui ont été réalisées. 405. 405 maisons, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, j'aurais pensé peut-être une dizaine. Oui, non, c'est ça. Et là, on parle de 405 maisons dans le Grand Montréal. Oui. Donc, c'est pas à la grandeur du Canada, là. C'est juste dans le Grand Montréal. C'est le meilleur rendement enregistré à ce jour pour ce type de marché. Donc, ça, c'était cette année. C'était la 2013. 2013, oui, OK, la dernière année. Donc, c'est vraiment un marché. Puis, en fait, on peut penser, on pourrait dire, c'est juste à Montréal. Non, c'est pas juste à Montréal. Oui, il y a des maisons, parce qu'on sait, on peut avoir quand même, c'est très cher à Montréal, puis on n'a pas nécessairement une maison de prestige, une maison, un château, là. Mais de plus en plus, ça s'en va vers la banlieue. On en trouve beaucoup à Laval, on en trouve à Boisbriand, à Rosemère, donc, il y a une demande. Châteaux, là, à quelques millions, oui. Il y a vraiment une demande. Puis les gens, vraiment, ils vont vers la banlieue. Puis souvent, on me disait chez Remax, on m'expliquait que c'est généralement des gens qui possèdent déjà une maison sur l'île de Montréal et qui s'en achètent une autre. Une autre, mais à quelques millions. Donc, on peut s'entendre que s'il y a 2 maisons à ce prix-là, on a quand même un revenu. Un bon revenu, c'est ça. Personnellement, j'ai pas les moyens. Non. Mais puis, il y avait aussi comme d'autres villes, Terrebonne, puis Mascouche, puis Saint-Jérôme aussi. Donc, est-ce que Boucherville pourrait faire partie? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de vedettes. J'ai pas regardé du tout sur la rive sud. Je me suis vraiment attardée au Grand Montréal. Donc, Montréal et la Rive-Nord. La Rive-Nord. Puis... depuis 2009, le marché a progressé de 61 dans le Grand Montréal. Le marché donc, c'est plus que la moitié. C'est gros quand même. Là. Puis, on m'expliquait, c'est ça, que pour la somme de 750 000, on peut retrouver des copropriétés à Montréal. Puis, mais à ce prix-là, à Saint-Jérôme, par exemple, on va retrouver un véritable château. Là, mais oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. Donc, c'est sûr que c'est là qui fait en sorte que les gens, ils viennent sur la banlieue qui viennent en banlieue versus Montréal, dépendamment de ce qu'ils veulent aussi, là, parce que parfois, tu vas avoir une maison plutôt que d'avoir juste une copropriété qui peut être super luxueuse. Là, mais, donc, il semble vraiment que ça montre que les pauvres, ils s'appauvrissent de plus en plus. Puis que les riches s'enrichissent. Oui, le salaire augmente pour être capable de se payer 2 maisons. 2 maisons, c'est ça, une copropriété. Même une maison, 1 million, ça prend quand même un certain revenu. Absolument. Puis, en fait, j'ai regardé à Laval quelle était la maison la plus chère, la plus inscrite. Puis, OK, tu l'as trouvée? Oui. C'est une résidence de prestige qui est évaluée à 9,8 millions de dollars, qui est située dans Sainte-Dorothée, au bord de la rivière des Prairies. C'est vraiment une maison magnifique, là. En fait, j'ai une petite description. C'est assez je t'écoute, oui. Elle compte 9 400 pieds carrés d'espace habitable. 6 chambres à coucher, 8 salles de bain, donc plus de salles de bain que de chambres. Oui. Un ascenseur, une immense terrasse, une piscine creusée. Oui, un ascenseur, un gymnase, un garage triple. OK. C'est vraiment quelque chose. Donc, tout le monde a de la place pour mettre sa voiture sans problème. Oui. Okay. Puis vraiment, on remarque que selon le dernier rapport des maisons de prestige de Remax, ils expliquaient que ça prend des proportions, je ne sais pas si on peut dire démesurées, mais que les gens, maintenant, ça atteint les limites de l'imagination. Non, c'est ça. On peut avoir un ascenseur. Oui, mais en fait, on voit, sauna, spa, des allées de quilles, des cinémas. Des cinémas, oui, c'est ça. Des bassins de détente. Il y a des gens qui créent vraiment, on peut aller dans des centres de relaxation, mais ils créent ça directement chez eux. Un spa à la maison. D'eau, puis des salles d'exposition de voitures modifiées. Il y en a vraiment comme de... Pour tous les goûts. Oui, vraiment. Là. Donc, c'est assez impressionnant à regarder quand tu magasines. Je vais aller voir des photos cette semaine. Ça donne l'eau à la bouche, mais en fait, je pourrais probablement jamais me payer ça. On peut juste regarder. Oui. Un jour espérer, mais quand même, je pensais pas retrouver un ascenseur puis un spa dans une maison, mais tu m'apprends aujourd'hui que c'est possible. Et des fois, on peut s'attendre que c'est les acteurs qui ont ce type de maison-là. Oui, c'est ça. Mais ici... C'était des hommes d'affaires. Oui, c'est des gens d'affaires, probablement. Donc, wow! Donc, merci beaucoup pour cette information-là. C'est assez inusité et assez extraordinaire, je pourrais dire. Donc, on va faire une petite récapitulation de l'émission, si tu veux bien. Donc, on a commencé avec le décor du hall d'entrée. Oui. Donc, comme on a dit, décor, mais aussi rangement. Oui, puis pas retrouver des bottes puis des foulards, des mitaines perdues un peu partout. Oui, dans cette pièce qui est souvent petite, donc il faut vraiment maximiser l'espace pour éviter le matin de se courir et de chercher
chercher l'élément qui manque pour sortir de la maison. Comme tu disais que c'est la première impression, même chose pour la porte d'entrée. Oui. On choisit une porte d'entrée qui est esthétique, mais aussi fonctionnelle. On veut quelque chose d'isolant pour les grands froids. Et on a aussi parlé des maisons abordables versus les maisons luxueuses qu'on a fini de parler puis qu'on a vu à quel point que ça peut être impressionnant. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Et je pense qu'on peut te lire... dans l'Écho de Laval, qui est publié ce mercredi. Le mercredi, merci beaucoup. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.